Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 445e rencontre Vlil. Et ce soir, donc, on reçoit Laurine Roux pour Trois fois la colère aux éditions du Sonneur. Comme vous le voyez ici, une fois de plus aux éditions du Sonneur. Voilà, ma caméra bouge dans tous les sens, c'est pas grave. Laurine Roux, qui a reçu le prix, la mention Bon, spéciale du prix Vlil 2025, avec laquelle on a fêté ça il y a quelques semaines dans une très belle soirée. Vlil, bonsoir Laurine. bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous et j'ai eu une grosse frayeur parce que j'arrivais pas à faire apparaître la vidéo là. Donc, je suis C'est bon. rassurée. C'est bon. Il y a des livres qui arrivent comme une saison, pas comme une annonce, pas comme un événement mondain, mais comme quelque chose d'inéluctable, le retour du gel, la montée des eaux, la première neige sur les crêtes. Trois fois la colère est de cela. Quand on l'ouvre, on ne lit pas, on entre. On entre dans une forêt, la forêt de Bénévent, sauvage, interdite, habitée par celle que le monde a rejetée et que la nature, elle seule, a su accueillir. On entre dans un Moyen Âge qui n'est pas celui des manuels, pas celui des enluminures dorées, mais celui du sang séché sur la pierre, de la bénédiction complice des prêtres, du silence forcé des femmes. Un Moyen Âge qui ressemble terriblement à notre société. Laurine Roux, professeure de lettres modernes dans les Hautes-Alpes, poète avant d'être romancière, et cela se sent, cela s'entend dans chaque phrase, comme une musique souterraine, a le don rare de faire d'une immense sensation de calme quelque chose de menaçant, de faire du sanctuaire un piège, de révéler dans la lumière crue de la guerre l'autre moitié du monde que l'on ne voulait pas voir, ou de porter l'épaule des géants, sur l'épaule des géants, pardon, le poids des siècles sans jamais fléchir et de trouver, même dans le souffle du puma, la violence primitive qui précède toute civilisation. C'est cette même violence, ce même vertige qu'elle convoque ici dans les vallées alpines qui sont son alphabet, sa géographie, de chair et de pierre. Car Trois fois la colère est un roman de fondation. Il raconte ce qui se passe quand on creuse sous les familles, sous les lignées, sous les noms que l'on porte sans les avoir choisis. On y trouve la faute d'un seul homme, Hugon de Bure, seigneur brutal dont le corps pèse sur le corps, sur les corps des autres comme un joug. On y trouve Gala, violée, ensauvagée, mère de trois enfants, séparée dès le berceau, reine, Éphraïm, manche-ciel, chacun portant au cou la marque rouge du viol originel, à même la peau. Et au bout du roman, au bout du temps, il y a Miou, petite fille de tout cela, qui rapporte la tête d'Hugon attachée à son cheval comme on rapporte une vérité longtemps différée. En quatre chapitres, Racine, Branche, Sève, Dragon, Laurine Roux déploie une épopée féministe et sensorielle, une langue qui mêle l'ancien et le moderne, sans jamais singer ni l'un ni l'autre. Une écriture qui n'observe pas la nature, mais qui l'habite. Alors ce soir, nous avons la chance de l'avoir avec nous et nous n'allons pas bouder notre plaisir. Bonsoir, Laurine, à nouveau. Bonsoir. Alors, le roman commence par sa fin. Mew qui revient avec la tête de son grand-père accroché à son cheval. C'est un geste brutal, presque théâtral. Pourquoi tu as décidé déjà de commencer par là, par le résultat de la colère, avant d'en montrer les racines? Mais j'ai pas vraiment décidé, hein. Moi, le texte il est arrivé comme ça. Il a fait irruption et c'est ce geste-là rageur que j'ai jeté sur le papier une nuit alors que j'étais plongée dans un autre roman qui avait rien à voir, qui était beaucoup plus léger, euh, beaucoup plus moderne aussi, tout simplement, qui se passait à Marseille. Et il se trouve que je regardais Game of Thrones, je venais de terminer le dernier épisode de la dernière saison de Game of Thrones, et c'était très tard, comme on se couche toujours trop tard quand on regarde une série. Et à 3 heures du matin, j'étais super excitée d'avoir terminé cette série, et je me suis amusée à écrire une page. Et il se trouve que c'est le début du roman, qui est en fait la fin de l'histoire qui est arrivé et il était hors de question à ce moment-là que j'en fasse quoi que ce soit puisque j'écrivais mon roman que j'avais déjà bien entamé. Mais force m'a été de constater que cette première page vengeresse a continué à vraiment habiter mon imaginaire à tel point que elle a bouté hors de mes désirs le roman marseillais.
Et ça s'est imposé, ça m'a imposé, puisque je me suis dit, bon, bah, il faut peut-être aller creuser de ce côté-là, ça m'a imposé une construction à l'envers, puisque je savais que c'était l'issue, que je pouvais pas aller au-delà de ce geste, et il fallait que je remonte à la racine. Donc, c'est comme ça que ça s'est noué. Et souvent, quand même, ça arrive il y a une image ou une situation qui s'impose et qui va donner le là de la construction du texte. Et ce qui fait que je décide pas grand-chose. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient ou du subconscient, je pense, qui fait advenir une idée et qui, qui bien évidemment, moi, me permet de traverser des questions ou des choses que j'ai envie d'explorer. Hein. Mais voilà, c'est une très longue explication pour dire que j'ai pas vraiment choisi quoi que ce soit. Moi, après, j'ai suivi le fil les fils d'ailleurs, hein, les trois fils, et l'idée c'était je savais que j'allais avoir trois brins d'histoire puisque j'avais ça pour le coup j'ai décidé les tripler, mais l'idée c'était qu'il allait falloir qu'à un moment donné ça fasse 13 quoi. Alors, ce qui est fou, alors ça te vient peut-être ainsi, mais ce qui est fou, c'est toutes les recherches. Alors, j'imagine, hein, tu vas nous parler aussi peut-être de tes connaissances du Moyen Âge ou de cette période-là qui est quand même très particulière. Apparemment, donc il n'y a pas beaucoup de connaissances, mais alors c'est surprenant parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire. Il y a beaucoup de vocabulaire, on apprend beaucoup de mots, on apprend aussi une certaine époque, on apprend des sensations particulières, notamment avec la nature. Mais j'aimerais que tu nous parles peut-être de cette expérience de travail littéraire qui est quand même très particulier, qui ne ressemble à aucun autre sur tes autres textes, même si on sent ta patte, même si on sent ta poésie à travers chaque page il y a quand même, peut-être, hein, tu vas nous le dire, je ne sais pas, mais un travail sur la langue, sur notamment le contexte de cette trame. Oui, alors moi j'ai pas d'appétit historique particulier pour le Moyen Âge. Le Moyen Âge, je l'ai rencontré plus jeune et enfin il a quand même ensemencé mon imaginaire avec notamment la découverte de l'adaptation par Jean-Jacques Hano du Nom de la Rose d'Umberto Eco. Et je pense que ça a semé des graines très tôt. Ça devait être, ça a dû sortir en 87 ou 88, donc ce qui fait que j'avais même pas 10 ans quand je l'ai vu la première fois et j'étais assez traumatisée par le film, mais traumatisée au sens positif du terme où ouais, ça a semé des graines, ça a fertilisé terreau. J'ai l'impression en plus que les lieux ressemblaient beaucoup à l'hiver dans les Hautes-Alpes. Et donc voilà, le Moyen Âge, très vite, il a résonné en moi comme une sorte de d'écho aux Hautes-Alpes, qui pouvait avoir un côté très archaïque dans les montagnes et dans ce que je pouvais arpenter moi en faisant des balades ou en étant tout simplement au milieu des bois, et puis voilà, au bord d'une rivière. Je m'imaginais volontiers traverser le temps et que ça n'avait pas bougé en fait. Il y a une sorte de permanence dans les paysages qui font que j'avais l'impression d'avoir accès à quelque chose d'archaïque. Mais, et donc, mais par ailleurs, j'ai pas d'appétit spécifique pour la littérature médiévale. Au contraire, ça a plutôt été une période, moi, qui m'a fait suer quand j'ai passé la grecque, Guillaume de Machaut, j'en pouvais plus. Et puis, j'avais pas développé non plus un amour passionnel pour le lexique médiéval. Mais j'ai rencontré l'écriture de Marc Graciano dans Liberté dans la montagne il y a je sais pas, il y a une dizaine d'années ou un truc comme ça. Et là, j'ai retrouvé dans son écriture ce que j'avais aimé dans ce fantasme de Moyen Âge. En fait, je crois que c'est le fantasme du Moyen Âge, moi, qui m'intéresse. Et c'est comme ça que j'ai travaillé la patine, je vais dire le vernis médiéval de l'écriture, qui est une sorte de bluff. Bon, je me suis renseignée sur les croisades parce que j'y connaissais pas grand-chose et j'avais besoin de pas raconter n'importe quoi, enfin d'être juste dans ce que j'élaborais comme intrigue et comme jalon chronologique. J'avais besoin d'être très précise sur les Vaudois, mais finalement, il n'y a pas tant
de connaissances requises, enfin pour cette histoire. Mais sur le vocabulaire, oui, parce qu'il fallait que ça sonne médiéval. Et pour ça, plus que il doit y avoir il y a quelques mots, je ne saurais pas les inventorier, mais il y a colophon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a berceresse, bon, il y a damelot, damoiselle, des choses comme ça. Mais j'ai essayé de pas en mettre trop non plus des mots médiévaux. Bon, le risque, c'était que ça sonne un peu Jacouille la fripouille, quoi. Enfin, il fallait faire vraiment gaffe de pas tomber dans le pastiche, en fait, du Moyen Âge. Et donc, c'est plus du bluff. C'est des ambiances, c'est des atmosphères, c'est des textures de phrases qui peuvent sonner médiévales, quelque chose de d'austère, d'âpre, ou d'un peu ancien. Et pour ça, je me suis autorisé des anachronismes. Le prénom, par exemple, du tortionnaire, Coupe-chou, c'est un vocabulaire qui vient pas du tout du Moyen Âge. C'est apparu dans le vocabulaire de l'infanterie au 19e. Donc ça m'a été reproché par un monsieur un peu vétilleux qui, sur ma Babelio, qui dit, oh, mais alors là, mais et je le savais, c'est que j'utilisais des termes. Mettre les bouts aussi, ça vient du XVIIe siècle. Je me suis dit, voilà, je peux pas me priver de ce genre. J'écris depuis le XXIe siècle, donc il était hors de question d'écrire un roman moyenâgeux. C'est pas possible, on peut pas. Et même les écrivains qui écrivaient depuis le Moyen Âge fantasmaient et n'écrivaient. Enfin, voilà, c'est une fabrique de fiction. Donc, je me suis permis des libertés, mais avec un goût prononcé, ça c'est certain, pour le lexique. Et ça m'amusait d'aller chercher des mots que je connaissais pas, qui pouvaient. Le mot berceresse, par exemple, c'est un mot que je connaissais pas. Je suis allée lire des forums de médiévistes. Alors, il y a ça, c'est des forums de niche. Ça m'amuse toujours beaucoup d'aller regarder le vocabulaire des spécialistes. J'avais fait ça avec le sanctuaire, j'étais allée regarder des forums de chasseurs. C'était beaucoup moins plaisant. Là, c'était beaucoup plus rigolo parce que les médiévistes, c'est des sacrés, c'est des gens qui sont extrêmement pointus. Et là, il y avait des vraies batailles sur des sujets moi, que j'ignorais complètement. Alors, je suis tombée c'était comme un vortex d'érudition et bah, ça m'a complètement happé et je piochais des mots comme ci comme ça mais après j'ai oublié, j'ai essayé d'oublier tout ce que j'avais lu pour voir ce qui pouvait ressortir dans la fiction et qui servait vraiment comment dire le système nerveux du récit. Alors, j'aimerais juste revenir sur ta manière d'écrire, parce que, à mon sens, tu es la seule à faire ça. D'un côté, on a Marie-Hélène Lafont qui parle d'écriture en creux. Toi, j'ai l'impression que tu écris en flou, que tu écris en voile. On a toujours l'impression que le sujet principal, c'est pas forcément le Moyen Âge, là en l'occurrence, et tu l'as dit il y a quelques instants, mais c'est davantage cette écriture qui suggère beaucoup, qui fait travailler le lecteur constamment. On a l'impression, ça peut être éprouvant parfois, mais c'est ça qui est extrêmement jouissif aussi. Mais comment tu définirais ta manière d'écrire, ton style d'écriture? Est-ce que tu t'es déjà posé la question sur la Mm, manière d'écrire? mm. On sait Oui, qu'il y a je me la beaucoup pose souvent. d'ateliers. Tu vois, on voit qu'il y a beaucoup d'ateliers d'écriture qui Mm. sont en train d'émerger de plus en plus, qui essayent de faire comprendre à un individu comment écrire. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ou au contraire, c'est un petit peu beaucoup plus inné en toi ou en tout cas plus naturel? Alors, c'est un peu des deux, mais quand même, première chose, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Là, on va pas se mentir, il y a des heures et des heures d'écriture, d'écoute de la phrase, de réécriture, de boulot. Mais au départ, j'aime bien cette idée que tu as de flou, je l'avais jamais vu comme ça. Dans le sanctuaire, c'était extrêmement présent, notamment. On avait l'impression que tu suggérais beaucoup de choses, que tu allais sur différentes pistes. On ne savait pas forcément trop où on allait et en même temps, on savait exactement aussi où toi, tu voulais aller. Mais je pense que ça procède de l'origine même de l'écriture, parce que ça vient de quelque chose d'assez nécessaire, enfin en tout cas qui se signale à moi comme nécessaire, enfin en tout cas qui me donne envie d'écrire, mais je sais pas où je vais, enfin je sais à peu près où je vais, mais je sais pas comment je vais y aller. Donc ouais, je suis dans le flou, je dirais l'opacité
peut-être même plus que le flou. Et le seul truc, moi, là, que je peux convoquer, et peut-être que ça serait une sorte de flair. Et de flair à la fois animal, parce que c'est par les corps des personnages que je me meus, moi, dans le récit, et un flair musical pour les mots. Et puis là, ça rejoint un peu la question, tu vois, précédente sur le lexique. Les mots vont engendrer aussi des images. Voilà, enfin, je crois que c'est comme ça que je pourrais appréhender l'impulsion, en tout cas, de la phrase. Mais il y a une architecture ensuite qui est très... là, et en plus, dans ce texte-là, Trois fois la colère, de manière plus accentuée que dans les autres, euh, il y a une architecture, il y a une réflexion au niveau de la construction et des indices que je sème. Et effectivement, je compte beaucoup sur l'intelligence du lecteur pour faire des liens. Il y a quelque chose de ludique pour moi dans la construction. C'est que et effectivement, c'est suggestif pour que tout ne soit pas écrit. Tout n'est pas écrit, mais tout est là quand même. Et c'est au lecteur, à l'intelligence du lecteur ben, un peu comme dans un roman policier. Enfin, je crois que j'emprunte un petit peu à ces codes-là. Et donc, le dernier truc, c'est un petit peu comme quand je cuisine, je suis assez adepte ce que j'appelle la ragougnasse. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de mélange de pas mal de choses, à la fois du sucré salé, des régimes végétariens, des graines, des machins, des trucs comme ça, et tout cumulé, et ben, je me permets voilà, d'aller piocher dans plein d'influences différentes. Alors, certains appellent ça la fusion en cuisine, mais voilà, disons que j'aime bien l'écriture fusion. Alors justement, par rapport à la fusion, c'est celle du Moyen Âge et des Alpes. C'est un territoire que tu connais parfaitement. C'est un territoire qui est au cœur du roman et dans d'autres. Mais là, tu te plonges dans une époque différente. Quel rapport justement tu entretiens de manière différente à un paysage quand il est recouvert de plusieurs siècles d'histoire? Et il y a une phrase dans le texte qui dit, quand on connaît les Alpes, on sait que l'hiver est plus à craindre que l'ignorance. Elle est intéressante cette phrase. Est-ce que véritablement, je vois que tu es très couverte alors qu'on est au mois de mai, est-ce que véritablement l'hiver est plus à craindre? Euh, En tout cas, les Hautes-Alpes sont une terre, mais comme plein d'autres, hein, la mer peut jouer ce rôle-là, qui nous rappelle à notre petitesse d'homme et qui nous rappelle à notre condition de petit animal impuissant quand on fait face à la grandeur, je sais pas, enfin, ou alors à la morsure, hein, la morsure du froid, une tempête, une avalanche. Même ne serait-ce qu'une forêt, hein. Une forêt, quand on la connaît pas bien, c'est terrible. Moi, ça m'est arrivé de me perdre dans une forêt que je connaissais bien, des Hautes-Alpes, et ce sont des moments qui comptent et effectivement, mais est-ce que la morsure du froid des Hautes-Alpes est plus à craindre que l'ignorance? Je crois pas, en vérité. Euh, quand on, quand on voit certains ignorants qui nous dirigent aujourd'hui, je pense, voilà, je regarde de l'autre côté de l'Atlantique. Non, non, l'ignorance, là, est bien plus à craindre tout de même. Je préfère aller me réfugier dans le froid des forêts des Hautes-Alpes. Voilà, il faut se couvrir un petit peu, un petit foulard et tout va bien. Les foulards ne nous protègent pas de Trump. Très bien. On va peut-être parler de la structure du roman puisqu'elle est plutôt botanique. C'est pas anodin de choisir une métaphore végétale justement pour organiser une fresque sur la transmission et sur la vengeance. Qu'est-ce que tu cherchais justement avec cette trame qui donne finalement toute la place à la nature qu'elle mérite? Tu es l'une des autrices qui met en avant cette nature comme un corps habité, plus qu'un personnage en réalité. C'est plus que ça. Qu'est-ce qui s'est passé justement pour structurer ce récit-là? Je crois que c'est la première fois que tu structures aussi fortement le texte. Et c'est peut-être pas anodin parce qu'il y a des très belles illustrations. J'ai oublié de regarder qui était l'illustrateur, mais tu vas sûrement nous le dire. C'est Sandrine Duvillier Ah bah du c'est Sandrine Sonneur qui, Duvillier, euh, évidemment. qui fait la mise en page et qui fait la.
tout l'accompagnement graphique, en fait, et qui a eu cette idée-là. Mais après, la construction, en partie, moi j'appelle ça maintenant une construction arboricole. C'est une libraire qui a eu ce mot-là, arboricole, qui me plaît beaucoup. La libraire de Lancabané, d'ailleurs, dans les Hautes-Alpes. Donc ça, enfin, c'est pas les Hautes-Alpes, c'est le 04, mais on est à la limite. Et c'est venu en cours de route, ça, parce que au départ, je savais pas trop comment j'allais. Je voulais des parties, je savais pas trop comment les intituler. Au- J'avais plus ou moins reniflé le fait que ça pouvait être des chants, CHANT, mais j'étais pas complètement satisfaite de cette idée-là. Au- je pensais beaucoup quand même à la construction d'une tragédie euh, classique et antique, donc quelque chose en 5 temps. Mais je trouvais que ça faisait un peu prof de français et que ça correspondait pas au caractère organique de la poussée narrative de ce texte. Et, hum, et c'est en réfléchissant aux motifs des orties qui hantaient le texte depuis le début que je me suis dit, ah, mais oui, en fait, il faut chercher un motif végétal. Et j'avais lu un texte d'Hélène Gaudy, Archipel, juste avant. Et elle avait ce jeu sur les noms de chapitres ou de parties qui empruntaient à la géographie. Et je trouvais ça très beau. En fait, je trouvais que ça marchait bien. Il y avait une sorte de circulation du sens, rien que par le fait de nommer une partie par un mot un peu métaphorique. Et j'aimais bien cette circulation du sens. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, c'est arrivé. Et assez vite, je me suis rendu compte que le texte suivait une dynamique ouais, arboricole avec d'abord les racines, et puis ensuite, petit à petit, quelque chose de transgénérationnel qui se déployait jusqu'à arriver à des drageons qui sont les petites pousses à la base des troncs et qui font pas de nouveaux arbres, parce on sait pas c'est pas du marcottage, mais quasi, quoi. Enfin, on a des nouvelles pousses, quoi. Alors justement, ce titre, trois fois la colère, on a l'impression que c'est une sorte de slam, quasiment une incantation. C'est évidemment aussi une référence sûrement à un conte. En tout cas, ça fait penser à cela. Ouais. Justement, est-ce que tu as hésité avec ce titre-là? Est-ce qu'au contraire, c'était une évidence? Comment ça s'est passé au niveau de... C'est quand même pas évident de faire un roman sur le Moyen Âge entre guillemets, sans citer le Moyen Âge ou de faire une référence au Moyen Âge. En tout cas, aujourd'hui en littérature, c'est quand même souvent le cas. Le mot chevalier, le mot dragon ou autre apparaissent quand même régulièrement. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce titre qui est extrêmement beau et qui en même temps dit beaucoup de choses à différents égards, avec différents sens, notamment avec ces triplés? Alors, trois fois la colère, c'était pas le titre de départ, le titre programmatique, il n'y en avait pas. Et moi, soit j'ai un titre programme, parce que j'appelle ça un titre programme, mais ça me permet de travailler le texte, mais comme si j'avais une sorte de moule dans lequel je savais d'entrée de jeu dans lequel je pouvais glisser le texte et j'écris à partir du titre. Et ça, c'est vraiment la position la plus confortable. Mais c'est la moins fréquente en fait. C'est très rare enfin, je l'avais eu pour le sanctuaire, j'avais le titre au préalable pour Sur l'épaule des géants aussi, mais c'est tout. Et la position la moins confortable, c'est la plus fréquente, c'est celle où on ouvre un fichier, il s'appelle d'abord doc, je sais pas combien, et après il prend plein de titres en général. Trois fois la colère, il a eu beaucoup de titres qui étaient très insatisfaisants. Pendant longtemps, il s'est appelé Justice sauvage, bof, hein, on est bien d'accord. Ensuite, il s'est appelé il y a eu plein de tentatives autour des orties. J'avais très envie de faire entrer le terme dans le titre, mais ça collait pas, ça marchait pas, ça faisait super, ça. Il y avait quelque chose d'artificiel qui me plaisait pas jusqu'au jour où moi j'ai eu l'impression d'avoir trouvé mon titre et c'était Rouge Forêt. Et j'étais vraiment hyper contente de ce titre-là et j'ai appelé tout de suite mon éditrice Valérie Millet qui a j'ai senti au bout du fil qu'il n'y avait pas un enthousiasme
terrible. Enfin, j'ai bien senti qu'elle n'était pas hyper emballée. Enfin, puis on se connaît, on est suffisamment complices et pour pas se cacher pour pas se cacher les choses. Et donc, très vite, elle a tapé sur, j'ai entendu qu'elle tapait sur le clavier de son ordinateur et elle m'a dit, ah ben, ça, c'est déjà pris. Donc, le titre c'est un titre, je crois, d'un recueil de poésie qui est assez récent en plus, donc bon, c'était pas possible de l'utiliser. Et s'en est suivi une discussion autour des titres possibles. On n'était pas loin de la date où il fallait l'envoyer à l'imprimeur quand même, hein. Donc, il y avait une sorte d'urgence qui était en jeu et elle me demandait, j'en parle souvent des titres quand je les ai pas avec ma famille, avec mes enfants, avec mon compagnon. Ça fait lever des idées, souvent d'en parler avec des gens qui l'ont pas lu encore. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai voulu lui parler d'une idée qu'on avait eue dans la voiture en discutant du texte. Et au lieu de dire l'idée, et je ne me souviens plus de cette idée-là, bah, c'est trois fois la colère qui est sortie, c'est un lapsus en fait. Et il a effacé tout ce que j'avais eue, qu'on avait eue, et il s'est imposé parce que là, pour le coup, Valérie m'a dit, ouais, mais c'est trois fois la colère, là, ça pulse, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui se passe dans ce titre-là, et effectivement, à la fois, ça habille la construction du texte. Comme tu l'as bien dit, c'est très juste. Il y a quelque chose un peu incantatoire, ou en tout cas qui sonne conte. Euh, il y a, puis il y a le caractère symbolique du chiffre 3. Enfin, non, ça marchait bien. Et donc, il s'est complètement imposé et il n'était pas pris, lui. Très bien, très bien. J'aimerais qu'on revienne sur ton écriture qui est souvent sensorielle, même si c'est un mot qui est quand même très galvaudé aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il y a quand même cette écriture sensorielle, mais qui, à mon sens, est davantage plus organique, voire charnelle. Est-ce que, comment tu caractérises tes personnages? Est-ce qu'ils sont d'abord corps plutôt qu'autre chose finalement? Et j'aimerais savoir comment tu travailles cette dimension physique, corporelle de la langue. Est-ce que tu écris aussi avec ton corps? Est-ce qu'il y a un phénomène de fusion entre le corps et l'esprit quand tu écris? Parce qu'on Hmm. a l'impression que tu es le personnage, que tu vis le personnage. C'est ça qui est intéressant dans la manière dont tu les décris. Tu décris les actions, même si c'est furtif, on a l'impression que tu es chacun des personnages que tu composes. Bah, en tout cas, ça fait partie du plaisir, moi, que j'ai à l'écriture. C'est ça, c'est de me glisser sous l'épiderme des personnages, mais personnages dont je ne perçois absolument que le corps quand je songe à l'histoire, quand je l'invente, voilà, dans la période d'invention de l'histoire, je vois des images, je vois un film. C'est même pas des images, c'est des images qui bougent. Pas forcément comme un film in extenso, hein, mais il y a des séquences. Il y a des fragments d'images, il y a ouais, ouais, voilà, c'est ça, des séquences qui m'apparaissent et il faut que j'écrive une séquence. C'est assez scénaristique finalement, hein, je pense, comme processus. Et dans ces séquences-là, j'ai rarement le visage des personnages, mais j'ai le mouvement. Et je sais ce qui se passe entre eux, et c'est par leur réaction corporelle que j'ai accès à leur intériorité et que je sais qu'ils ont peur ou qu'il se passe quelque chose. Si je commence à essayer d'analyser la psyché d'un personnage, en fait, ça le stérilise immédiatement. Enfin, ou en tout cas, le texte que je vais écrire est artificiel ou sonne faux. Enfin, ça marche pas. Ça, je sais pas faire. Il y a justement, je crois qu'il y a une question, on va me demander de parler d'un texte qui est méconnu, ou alors en tout cas justement méconnu. Il y a une autrice, moi, que j'aime beaucoup et qui y arrive très bien. Et c'est un grand mystère pour moi, c'est comment on plonge dans les arcanes de la pensée, qui sont physiques aussi, hein. Il y a une physicalité de la pensée. Mais ça m'est inaccessible pour mes personnages. Et de fait, je pense que c'est pour ça que le lecteur partage ces sensations. C'est que moi, je me glisse dans des corps.
des corps qui interagissent avec un paysage, avec un lieu et qui sont dans un milieu de fait. Et tout ça dicte aussi des relations sociales, politiques. C'est assez commode finalement et ça permet d'éviter de figer ces personnages-là, me semble-t-il, hein. Après, et de fait, je leur prête, peut-être que je leur prête moi une partie, un bout de mon corps tout de même, et à tous. On écrit qu'à partir de soi, c'est très tarte à la crème ce que je vais dire, mais et souvent j'aime bien dire que moi je pioche dans ma sensothèque. Sensothèque soit de souvenirs, de sensations, mais sensothèque aussi de fantasmes, de sensations. Et il y a des sensations que j'aimerais, enfin par exemple, j'aime beaucoup imaginer des odeurs recomposées par l'imaginaire et les mots des odeurs, des bruits, des textures, des choses comme ça. Et c'est comme ça que je les anime. Et il me semble que cet animal, animé au sens de anima, donner une âme, bah, c'est cellulaire, quoi. Enfin, c'est des réactions chimiques. Et puis de l'autre côté, on a la nature qui, comme dans tous tes romans, n'est pas un décor, elle est plutôt une force morale et elle est même, j'irais même jusqu'à dire qu'elle est juge. Dans Trois fois la Ouais, colère, ok. c'est la forêt de Mm. Bénévent qui protège les Ouais, t'as faibles, raison. qui repousse les tyrans. Et c'est Mm. presque une justice immanente. Est-ce que tu crois au fond que la nature est du côté des opprimés? Forcément. Non, non, pas du tout. La nature n'a que faire des hommes. Et, non, 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 non. Là, pour le coup, là, c'est poétique et c'est métaphorique. Mais la nature est du côté des opprimés parce qu'on l'opprime. Ça, elle est une opprimée du caractère colonialiste des hommes. Mais, mais non, non, parce que là, c'est vraiment, ce sont des motifs poétiques. Mais tu vois, j'aime beaucoup l'idée, et j'avais pas vraiment formulé la chose comme ça, mais la nature est juge. Et d'ailleurs, à l'orée du texte, je dis la forêt vous a vengé. Quand Mew tue Mm. son aïeul, c'est la forêt vous a vengé, comme si elle était allée puiser la force, enfin le savoir nécessaire à ensemencer son geste dans cette forêt qui garde la mémoire, qui garde la trace du passage éphémère des hommes. Il faudrait que je réfléchisse un peu plus à ça pour y répondre mieux, mais dans les histoires, la forêt devient un personnage et devient une force immanente, oui, et une sorte de justice juste. Et puis, on a cette montagne quand même alpine qui est peut-être parfois prison, parfois libération. Mm. Pour ceux qui y vivent, elle isole et de l'autre côté, elle protège. Est-ce que justement ton expérience de vie là-bas te donne cette même expérience contradictoire? On a l'impression qu'il y a vraiment ce côté très ambivalent de cette montagne, de ce décor-là. Est-ce que tu sens aussi cette puissance naturelle autour de toi? Alors, aujourd'hui, je sens plus du tout le Ouais, caractère forcément. carcéral de la, du paysage. Plus du tout, du tout. C'est quelque chose, au contraire, l'enclosure et refuge. En revanche, c'est quelque chose que j'ai pu connaître quand j'étais enfant, en ayant grandi dans les Hautes-Alpes. Il y a quelque chose de, on est reclus quand même, hein. Et puis il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas cette rapidité des communications. Et moi, j'ai vraiment souvenir que quand on était tout petit, on s'habillait vraiment, mais comme 10 ans en arrière, quoi. Enfin, moi, quand j'avais des cousins qui venaient d'Achères à côté de Paris, et quand ils venaient pour l'été, on avait 10 ans de retard, quoi. Enfin, ils nous apportaient la modernité. On n'avait même pas, au début, je crois qu'on avait 2 chaînes de télévision. Enfin, il y avait un côté un peu insulaire. Moi, c'est Vialat qui parle de l'Auvergne en disant que l'Auvergne est une île. Et j'ai vraiment eu l'impression que les Hautes-Alpes avaient été une île, une façon d'île, voire un archipel. Parce que d'une vallée à l'autre, il y a pas les mêmes manières de s'organiser, de communiquer, de vivre ensemble. Et on peut vraiment avoir
des mœurs, des manières d'être très différentes d'une vallée à une autre. D'ailleurs, on se moque beaucoup de vallée à vallée, il y a des histoires qui circulent. Et donc, oui, j'ai eu cette sensation-là avec un énorme désir de quitter les Hautes-Alpes à l'adolescence. Chose que j'ai faite pour mes études quand j'avais 17 ans. Et, et je n'ai eu de cesse ensuite que de vouloir y retourner. Après, non, j'ai adoré, éperdument adoré partir, découvrir Marseille, par exemple, où j'ai fait une grande partie de mes études, la grande ville, la profusion culturelle, tout ça, c'était très beau. Mais très rapidement, le grand vert m'a manqué et quelque chose de l'ordre de la les Hautes-Alpes, pour moi, restent et demeureront indissociablement liés à l'enfance. Il y a quelque chose de la... C'est Marie-Hélène Lafon qui dit le pays premier, mais j'y crois beaucoup, le pays premier au sens aussi avec une candeur vis-à-vis du paysage, une sorte de pureté de rapport au paysage très brut que j'ai gardé et que je retrouve aujourd'hui. Enfin, j'y suis retournée quand j'avais 32 ans, quelque chose comme ça. Et donc ça, ouais, ça fait 12 non, plus. Mon Dieu, les chiffres. Ça fait plus, ça fait 15 ans que j'y suis revenue et le plaisir n'a pas faibli. Pourtant, je pratique beaucoup moins qu'avant l'escalade, l'arpentage, la randonnée. Euh, c'est Marie Amiguet qui est celle qui a filmé la Panthère des Neiges et qui est documentariste, qui a habité pendant un moment les Hautes-Alpes, qui disait qu'elle adore la montagne à deux à l'heure dans une interview récemment. Et j'aime beaucoup cette manière de dire la montagne à deux à l'heure. Voilà, moi, ça, c'est celle que je... Et elle me suffit infiniment à regarder, mais ne serait-ce que regarder un caillou ou un truc comme ça peut me durer pendant ça peut faire lever des rêveries de manière assez folle. Mystique. Sur un Non, caillou. je crois pas. Non, non, j'ai pas vraiment du tout. Enfantine, je dirais plutôt. C'est plutôt de l'ordre du jeu. Moi, je me sens très rationnelle, hein. Après, je passais 19 heures quand la nuit tombe, j'ai peur des fantômes. Très bien, très bien. Alors, on va prendre une petite photo de groupe avant que tu nous lises ton premier extrait, Laurine. Voilà, la photo de groupe. C'est Mais alors moi, je parti. vois personne. Est-ce que c'est normal? C'est vrai, alors il faut aller dans participants et... Mais s'il faut aller dans des trucs, moi déjà que j'ai pas Ouais, réussi à non. mettre la caméra. Et ouais, non, afficher plusieurs intervenants. Mais avec le téléphone, ça Oh, sera plus difficile. ah ouais, non, non, mais on va laisser tomber, hein. Je te l'enverrai, ça sera plus simple. Ouais, merci. Allez, c'est bon. Eh bien, c'est à toi, Laurine, pour nous lire ton premier extrait. Si tu souhaites Alors, nous contextualiser. alors, je ne vais peut-être pas contextualiser, mais j'ai choisi sciemment de ne pas lire le début, parce que souvent on me demande de lire le début, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être des gens qui m'avaient déjà entendu ou des choses comme ça, que c'était pas. Et justement, tu me parlais de mystique, et là, je te donne du grain à moudre en fait. C'est pas bien ce que je fais. Et c'est à un moment donné, il y a un personnage qui est né dans la forêt et qui va être irrésistiblement et presque magnétiquement attiré par cette forêt. Donc c'est ce personnage-là, pardon, s'appelle Ephraim. Profitant de la discorde, Ephraim s'est discrètement avancé. Les houppes remuent, libérant des parfums poivrés. On dirait une marée puissante, brassée d'un côté, de l'autre, qui bave son écume jusqu'aux montagnes. Ça et là, des panaches verts éclaboussent les pierriers. L'adolescent se sent happé. Reviens, s'époumonne l'effrater. Et Ephraim ne les entend pas. Il accélère, sa silhouette confondue avec les jeunes buissons. Guillaume s'élance après lui, rendu fou à l'idée de le perdre, bravant la griffure des chardons et des méchants cailloux. Ephraim! Ephraim! L'adolescent l'ignore, mais rapide et robuste, le prieur le rattrape et le ceinture. En face,
Bénévent. Un pas de plus, les bois goberaient le garçon, dont le corps palpite, prêt à filer entre les doigts du père. Seul et ultime recours, Guillaume plaque son front contre celui du gamin, répète mon grand, mon tout grand, des mots simples, sincères. Il relève le menton imberbe, ordonne regarde-moi. L'adolescent obéit. Dans ses prunelles, vert phosphorescent, marron or, forêt furieuse. Guillaume l'attire, prestement loin des arbres. Forêt furieuse, ça avait été un titre que j'aurais voulu donner Je crois que ça existe au... déjà. Je crois que c'est Sylvain Pathieu qui Mais avait écrit. complètement, et je lui en ai beaucoup voulu de ça. Il l'a fait a Parce que quand je l'ai posteriori. écrit, je me suis dit, tiens, mince, ça donne hyper bien pour le roman. Donc j'en ai beaucoup voulu. On le comprend, mais on l'adore aussi. Donc Ben ouais, moi voilà. aussi. J'aimerais que tu nous parles de ces triplés qui sont finalement séparés dès la naissance et qui ne se connaissent pas et qui pourtant portent tous une même marque. Mais surtout, ce que tu as fait, c'est extrêmement intelligent, c'est que tu leur as donné une même place. On a l'impression que il n'y en a jamais un qui est plus traité que l'autre. On a l'impression que aucun ne s'écrase l'un l'autre. Il y a un véritable équilibre, j'ai trouvé en tout cas. Comment tu crées cette alchimie-là justement entre ces trois personnages, si tu souhaites en parler, notamment pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, comment tu pourrais les décrire parce qu'ils ont aussi trois personnalités très différentes. Ah, en tout cas, ça m'intéressait bien de voir ce que, à partir d'une même patte, on va dire, que deviennent des personnes qui ont le même patrimoine génétique, qui sont nées le même jour, quasiment à la même heure, dans un même contexte, et comment la vie peut les modeler différemment. Ce poids de l'hérédité, comment ils cheminent dans chacun d'entre eux, puisque les trois, c'est des triplés qui vont être séparés à la naissance. Il y a Reine, la première, Ephraim, dont je viens de dire un, un bout de passage, et Manchetiel. Manchetiel, c'est la dernière qui est donnée pour morte et qu'on abandonne auprès de sa mère dans les bois. Et je les voulais très différents. Déjà, la première chose, c'est que je voulais qu'ils soient très différents, alors que bon, la gémellité, normalement, se pense plutôt par la symétrie et par la similitude. Et donc, je les voulais à la fois très distincts les uns des autres, avec des personnalités fortes, euh, mais chacun portait en eux le même poids et allait s'en dépatouiller comme ils pouvaient. Ce poids-là, c'est cette marque qu'ils ont au cou, qui est une marque rouge et qui est en fait le sceau du viol que leur mère a subi. Et, et qui est une marque rouge, mais qui pourrait être une marque verte aussi, parce qu'ils naissent dans la forêt et cette forêt-là n'aura de cesse de les rappeler à elle. Et, et c'était assez intéressant pour moi, en tout cas, de les suivre, de les pister, en quelque sorte, comme si j'étais à l'affût de ce qu'ils allaient devenir, de leur destin, parce que chacun, par l'acquis, quoi, enfin, son existence propre, allait se développer et allait se frotter à ces traumas transgénérationnels, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, j'aime pas trop cette expression, mais en tout cas, elle est en en faire quelque chose de très différent. Et notamment, bon, Manchiel, c'est un peu un personnage à part parce que c'est l'idiote sublime. En fait, elle en fait pas grand-chose. Elle est un corps qui jouit, qui jouit par les yeux, qui jouit par les mains, qui jouit par le nez. Après, elle découvre la sexualité de manière extrêmement animale. C'est un personnage moi, que j'ai beaucoup aimé écrire, que, qui était une sorte de personnage cabane, en quelque sorte. Reine, c'est un personnage beaucoup plus complexe pour moi. Reine, c'est celle qui est, c'est une des, donc c'est une des sœurs qui est adoptée par la seigneuresse du comté. Je ne veux pas en dire beaucoup plus, mais et donc elle est élevée comme
On l'appelle reine pour qu'elle soit destinée à régner. Et ce nom de baptême est programmatique. Et c'est un personnage qui est absolument détestable et que je voulais comme telle dans un premier temps, qui est capricieuse, qui est autoritaire, versatile. Et je voulais que la forêt pulse tout de même en elle et qu'il y ait une ambivalence. Et pendant très longtemps, j'ai bataillé avec ce personnage. Et je savais pas exactement comment, je savais pas où est-ce qu'elle allait aller. Et elle a été intéressante à pister, elle, parce il y avait de la duplicité en elle. Donc, elle m'échappait. Il y avait quelque chose d'assez, un peu comme quand on essayait d'attraper un poisson, ça échappe. Elle avait cette texture-là pour moi. Mais je l'aimais quand même. Comme elle était née dans la forêt, il fallait que je la rattrape, quoi. Enfin, que la forêt la ramène à elle, hein, d'une manière ou d'une autre. Et Ephraim, lui, c'est le personnage de l'entre-deux, parce qu'il est adopté par... En fait, il y a des géographies qui recoupent les triplés. Il y a comme des cercles concentriques autour de la forêt. Il y a celle qui reste au cœur de la forêt, la pure, quoi. Manciel. Euh, Rennes, c'est celle qui s'en éloigne le plus. C'est celle qui vit dans le château, qui est la géographie la plus terrible, où règne Hugon. D'ailleurs, Hugon le terrible. Et, en intermédiaire, qui est un lieu étrange, fait d'autarcie, il y a le prieuré des Craux, où grandit Éphraïm, le seul garçon de la fratrie. Et Éphraïm, je le voulais aussi double, et alors aussi double d'ailleurs, et je me suis amusée à lui attribuer des yeux verrons. Et il était à la fois garçon de, comment on pourrait dire, de scriptorium, de sagesse, d'érudition, et aussi appelé, comme on le voit dans le passage que je vous ai lu, par la forêt. Mais je sais pas si c'était ça vraiment la question que tu me posais, Anthony. Oui, c'était ça, c'était ça. Alors justement, Ephraim, c'est aussi... À moins qu'on voit passer le film en France. alors, on va couper le son. Ephraim, c'est aussi le témoin. On a l'impression que c'est celui qui regarde davantage. Il est aussi témoin de quelque chose, de l'amour entre Guillaume et Pietro. Entre deux moines. Alors ça, évidemment, c'est à la fois doux, très clandestin, évidemment, au milieu d'un monde de violence. Et je trouve que le fait de mettre de la tendresse masculine là où justement, de l'autre côté, tout le reste est brutalité des hommes, c'est aussi assez fin. D'où est venue cette idée justement de aussi de faire ce contrepoint, ce contre-champ entre cette violence masculine qui parfois a aussi un petit peu d'amour. Peut-être, ouais, je vais pas dire que c'est le seul moment d'amour ou presque, mais on en est pas loin quand même, mine de rien. C'est une sorte de bulle. On n'en est pas loin. Il y avait quelques moments cabane et quelques personnages cabane. Guillaume et Pietro, c'est certain, et leur histoire en est un. Le moment cabane, il y a les moments d'amour entre Gala et Manchiel, ou Manchiel et la nature, Miou et la Noiraude. Enfin, l'amour se décline, s'invente avec des familles recomposées, avec des amours qui se construisent et qui se tissent au-delà de la famille. Et ce sont des familles recomposées de manière presque moderne, hein, et là, c'est plus un papa et une maman. Bon, il y avait deux papas et un enfant. Et ça, alors, je dis souvent que j'ai pas compris ce que voulait dire Annie Ernaux quand je crois que c'est en parlant de la place, elle disait j'ai voulu venger ma race. Et c'est une expression, moi, qui me semblait presque agressive, voire provocatrice. Et en fait, quand j'ai écrit trois fois la colère, j'ai vraiment compris ce qu'elle entendait par là. Moi, j'ai déposé toutes les humiliations, moi, que j'ai pu percevoir, plus ou moins, de la place, de ma place à moi, dans la société, de la place de ma famille, de certains de ma famille. Et notamment de certains qui ont, qui, qui ont vécu de l'homophobie, tout simplement, de proches à moi, à un point tel et de la beauté aussi. Enfin, moi, j'ai des proches qui sont deux hommes qui s'aiment et qui ont eu un enfant
avec une jeune femme et qui ont qui sont coparents maintenant. Et j'ai trouvé cette manière d'élever ce petit garçon qui déborde d'amour et qui a 6 grands-parents de fait, cette manière d'inventer des nouveaux modes d'affection, de soins de l'autre. Je trouve ça magnifique et j'avais envie de le chanter. Et je crois que c'est venu beaucoup de là, d'observation de gens autour de moi, de gens que j'aime, et de gens qui ont parfois aussi été humiliés et par la société et par les autres. Et la lignée Pio, qui est la lignée de Gala des triplés, je me suis amusée, je suis allée jusqu'à leur faire porter le nom de naissance de ma mère, qui s'appelle Pio. Donc c'est aussi une manière de venger la race Pio, qui n'a pas toujours été, qui a pas toujours été très gâtée par la société. Très bien, très bien. On va parler de féminisme aussi, puisque tu l'assumes totalement. C'est aussi un roman féministe, mais un féminisme peut-être différent, qui n'est pas forcément un manifeste ou un pamphlet. On est davantage sur un féminisme par les corps, par les désirs, par les silences, et la transmission entre femmes aussi. Pourquoi justement tu as choisi ce chemin plutôt que la frontalité? Moi, je suis pas contre la frontalité, la radicalité, et au contraire, ça a sa place et ça a sa vertu aussi. En l'occurrence, je trouve que le biais de la fiction est aussi très, très, très habile parce qu'il permet de contourner les, par l'émotion, par l'attachement qu'on peut nouer avec certains personnages et par l'identification, par le processus d'identification qu'on peut avoir avec eux. Il permet de contourner les réactions un peu brusques d'opposition à des idées qui seraient si on va voir je sais pas moi un boomer persuadé que les femmes sont des petits êtres fragiles qu'il faut ménager enfin voilà si de but en blanc on lui annonce que non, il va y avoir une crispation. Et je pense que la fiction a cette vertu-là de contourner cette binarité. Et je fais confiance dans le roman pour glisser petit à petit, faire bouger des lignes. Mais ça, c'est pas pensé comme tel quand j'écris. C'est parce que moi, j'écris avec mes émotions dans l'histoire et que je vis vraiment et je vibre avec les personnages et là, je reviens sur ce que tu disais. Oui, c'est physique, quoi. Enfin, il y a des moments où je suis essorée et j'ai l'impression de vraiment, enfin, et j'aime ça, je jubile quand j'ai l'impression vraiment quand je vais jusqu'à pleurer parfois quand, je sais pas, quand Joseph Pio se fait tuer. Bah, c'est quelque chose, moi, qui me bute, quoi. Enfin, quand je l'écris, j'en ressors, j'ai l'impression d'avoir vécu, ouais, d'être plié en 10, quoi. Enfin, presque comme si j'avais des courbatures, quoi. Et ça, c'est génial, c'est hyper. Et je sais plus pourquoi j'en étais là, par rapport à la politique, le féminisme. Je sais plus pourquoi j'en suis arrivée là, mais oui, en tout cas, voilà, la frontalité pas ici. Ok. Alors, Nathalie s'interroge sur le concept de personnage cabane. Alors, tu l'as dit de manière très naturelle, mais si tu peux peut-être C'est vrai. l'expliquer, on l'imagine en effet que c'est un personnage derrière lequel tu te réfugies, mais c'est peut-être aussi quelque chose d'autre de plus singulier. Alors, moi, la figure de la cabane, c'est une figure quand même, en général, qui m'intéresse beaucoup. Et j'étais ravie quand Marielle Massé a écrit son essai Cabane, qui est plein de, plein de pistes de réflexion autour de ce motif-là, qui pour moi est un motif politique. La cabane, c'est le lieu de l'essai, c'est le lieu du jeu et c'est le lieu du pas sérieux, du modifiable, du reconstructible, du recyclage. Enfin, en tout cas, c'est vraiment le lieu de
et de l'enfance et de ce qui en politique est une zone à défendre. Une, et dans la fiction, il y a des personnages qui incarnent ces lieux refuges, qui sont des lieux où on peut inventer encore d'autres manières d'être, des manières plus louables, plus habitables de vivre avec les autres. Et plus simplement, aussi, c'est des personnages auprès desquels je me console. Je me console des autres personnages. Notamment, il y en avait un, là, il fallait se consoler d'Hugon, quoi. Enfin, il y avait une adversité là qui était suffisante pour que j'ai besoin de respirer un peu avec certains personnages qui, quand j'écrivais que j'étais avec eux, enfin que j'écrivais des passages où ils étaient, je savais que j'allais un peu me reposer parce que enfin voilà, ouais, c'est des sortes de colocataires pendant des mois et des mois qui se transforment en années, les personnages, et donc on vit avec eux. Imaginez la cohabitation avec Hugon, quoi. Enfin, c'est pas terrible, quoi. Enfin, c'est contrairement à son sobriquet. Et de fait, voilà, il y a des personnages avec lesquels dans les bras desquels j'aimais me réfugier, tout simplement. Est-ce que et Manche-Ciel en est peut-être l'exemple le plus radical, avec un désir total, sans culpabilité, sans honte? On a l'impression que c'est... C'est pas, pardon, excuse-moi, Oui, vas-y, je t'ai vas-y. coupé. Oui, fini, fini. Non, c'est pas le personnage cabane le plus reposant, Manche-Ciel. Il y avait une forme de violence dans le désir aussi, hein, qui s'exprime jusqu'à la dévoration, hein. Mais c'est un personnage que j'aimais beaucoup, mais c'était pas mon personnage cabane. Les personnages cabane, vraiment, c'était Pietro et Ephraïm. Et le prieuré, c'était le lieu, bon, s'il n'y avait pas eu Théode, c'était le lieu vraiment de l'expérimentation et de l'harmonie de l'homme avec la nature possible. Un lieu où on fait fructifier, où on rend la nature, on la stimule sans vouloir la contrôler par toutes les expériences de culture, de construction qui permettent de combiner science et culture. Et puis, on n'a pas encore parlé de la domination masculine dans le roman qui est cautionné par l'Église. Hugon qui agit avec cette bénédiction de l'Église, c'est une alliance très précise que tu pointes aussi peut-être en sous-texte. C'est un roman aussi Oui, sur le sacré qui est oui, retourné contre les femmes. Et ça, c'est quand même aussi plutôt très actuel. En tout cas, ça n'a pas oui, évolué. oui. Non, non, ça n'a pas évolué, malheureusement. Et c'est cette permanence-là, moi, qui me sidère. Et là, pour le coup, je savais très bien ce à quoi je m'attaquais. Et d'autant que j'ai écrit le texte avec les événements à Gaza et cette utilisation de part et d'autre de la caution religieuse pour justifier des ignominies, euh, moi, me terrifie. Et de fait, j'avais vraiment une forme de rage contre l'instrumentalisation de la religion par les hommes. Et face à ça, j'avais besoin, moi, de retrouver, là, pour le coup, il y avait quelque chose de cabane, des personnages qui croient, mais qui inventent aussi des nouvelles manières de croire. Et finalement, Pietro, qui est franciscain, un tout nouvel ordre qui apparaît en 1200 et quelques, avec Saint François d'Assise, est très libre, parce que c'est un ordre mineur qui vient juste de s'esquisser. Et Guillaume, pour aimer Pietro, est obligé de faire des concessions aussi avec son dogme. Et de fait, je trouvais ça, enfin, ça me rassurait beaucoup d'imaginer ces personnages comme pour moi, qui sont des sortes de boussoles, de gens qui sont capables de dialoguer avec les autres. Donc là, deux frères d'ordre différents qui pouvaient dialoguer et qui peuvent dialoguer eux-mêmes avec leur propre dogme et faire des concessions, voire carrément. Au départ, j'avais même envie de pousser plus loin le récit jusqu'à en faire des premiers athées, qui est vraiment qu'ils renient, qu'ils aillent jusqu'à renier Dieu. Mais en écrivant, je me suis dit, ça serait pas, ça serait pas juste par rapport à ce qu'ils place comme, à la place de l'amour.
euh, qui dépasse la religion finalement pour eux. Et ils sont le fruit d'une époque. Et voilà, ça aurait été aller trop loin. Très bien. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans tous tes romans, il y a toujours une sorte de monstre. En réalité, je mets des gros guillemets. La plupart du temps, ils sont très peu manichéens. Il y a toujours un fil ténu. Mm. Peut-être que le seul aujourd'hui dans tes romans qui est peut-être le plus manichéen, c'est peut-être Hugo, clairement. On est d'accord. Est-ce que tu as eu la tentation justement d'aller comprendre qui il était, ce qu'il a pu passer dans sa tête à cette période-là de l'histoire? C'est aussi, il faut aussi extrêmement contextualiser les choses, mais est-ce que tu as eu envie d'entrer dans sa tête? Ou au contraire, est-ce que tu as maintenu volontairement cette distance? Non, non, j'ai maintenu une distance totale avec lui, puis à tel point que c'était pour moi un personnage presque grand guignolesque. C'est un personnage qui en devient comique tellement il est la caricature de l'ogre, et il a des côtés, enfin, il est bête de bêtises, de violence, pardon, il est bête de violence, on pourrait l'imaginer sous stéroïdes, quoi. Enfin, tellement il est mascu jusqu'au bout des ongles et de fait complètement ridicule, en fait, de vouloir posséder tout comme un enfant. C'est le gros bébé Trump, quoi. Enfin, j'avais ces images de psychotiques du pouvoir qui hantaient les chaînes tout info. Et c'était pas très compliqué. Ouais, bah, je voyais quelqu'un qui dit ça, Hugo ressemble à Trump, mais je m'en suis quand même beaucoup nourrie de ces figures-là, d'autoritarisme qui reviennent avec tous ces personnages aujourd'hui qui tiennent les rênes de nombreux pays, avec cette contre-révolution qui s'étend. Et de fait, j'ai projeté, je l'ai accablé. Et moi, c'était une sorte de poupée vaudou. Hugon, je le piquais à chaque fois en le rendant encore plus vil, encore plus lâche, encore plus stupide. Et c'était assez commode. Et bien sûr que j'assume complètement ce côté archétypal qu'il a. Il était hors de question qu'il ait il était hors de question qu'il soit humanisé plus ou moins d'une manière ou d'une autre. C'est Barbe Bleue. Et avec lui, parce qu'il fallait aussi justifier le fait qu'on lui coupe la tête. Au départ, ce qui est un geste d'une violence inouïe, moi qui me terrorise, ça fait, et pour ça, il fallait qu'il soit impardonnable. En effet, tu as inversé le processus. Il y a Et- une phrase emblématique dans le roman, Avant toi, il y a eu des fautes, avec toi, il y en aura, il faudra réparer. Est-ce que c'est l'ancêtre de l'article 1240 du Code civil? Ah, c'est le légaliste qui parle. Je ne connaissais pas le numéro, il faudra que tu me l'envoies pour que je le note. Bon, c'est la Euh, responsabilité civile. Tu, d'accord. Ah, ouais, tu mais payes, tu oui. répares, pour résumer. Alors, je sais pas si c'est vraiment ça. C'est peut-être un peu plus psychologique quand même que ça. Mais en tout cas, non, j'aime bien explorer la résonance entre ligne et lignée. Et de fait, dans les romans, l'exploration d'une destinée qui est précédée d'autres générations est souvent intéressante parce qu'on voit comment un personnage est amené à réparer des choses qui ne lui échoient pas, en fait, qui viennent de plus loin parce que ça prend du temps à mûrir une réparation et bah, parfois on répare des choses qui viennent de beaucoup plus de périodes beaucoup plus anciennes et puis de traumatismes dont on a hérité. Et ce qui est le cas de Mew, qui elle, n'a pas choisi ce geste-là, qui a été plus ou moins téléguidée sans que sa mère sache trop exactement ce qu'elle allait en faire, hein, finalement. Mais qui comptait en tout cas sur l'ignominie d'Hugon pour qu'un jour ou l'autre. Et alors, pourquoi elle l'a pas fait elle? Ça, c'était une grande question que je me suis posée. Pourquoi Reine ne s'est pas vengée elle-même? Et c'était parce qu'elle ne le pouvait pas. Et ça peut paraître idiot et un peu simpliste, mais parce qu'elle elle aime quand même son père.
je pense. Et c'est ce qui faisait toute l'ambivalence de ce personnage-là, qui pour moi était. Après, peut-être que les lecteurs ont une autre approche du personnage, mais moi, tel que je l'ai accompagné jusqu'à la fin du récit, je me méfiais d'elle. C'est un personnage que je regardais en chien de faïence. Insaisissable. Euh, Ouais. et puis il y a Gala, la grand-mère qui est au cœur du roman, bien qu'elle ne soit presque jamais là directement. C'est Ouais. intéressant de voir à quel point c'est une sorte d'absence un peu fondatrice, une sorte de Mm, blessure un peu originelle. Comment on écrit mm. justement un personnage dont l'essentiel est ce qu'il a subi dans le silence? Comme un personnage fantôme, une présence de tous les instants qui hante le roman. Et avec ses propres fantômes, on l'écrit, en voyant comment ça fonctionne un fantôme, comment on s'entoure et comment on deal avec leur présence, plus ou moins oppressante, plus ou moins bienveillante. Et moi, il se trouve que Gala, c'est une présence. Bon, je la vois plus comme une. Un flou. Ouais, 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 tu le fous, tu reviens. En fait, c'est une brume même, je dirais même. Voilà. Ah, C'est c'est bon. beau, ça, j'aime bien, un Ouais. personnage brume. Ouais, 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 mais c'est des alors, qui enveloppe. La brume, ça enveloppe. Il y avait quelque chose de très doux, je trouvais, dans sa présence. Elle fait corps avec la forêt. Elle est là. Et moi, j'ai mis beaucoup de mes grand-mères dans beaucoup de mes grand-mères, beaucoup de personnages de contes aussi, Baba Yaga, plein de figures, moi, qui sont là autour de moi et qui sont là dans la forêt, quand je et j'habite au milieu de la forêt. J'aimerais savoir si, parce que chacun de tes romans quand même explore à chaque fois un genre différent, passer du conte Mm. post-apocalyptique, même si on avait pu, je me rappelle, pour le sanctuaire, parler peut-être de différents genres. C'est vrai que c'est difficile de Ouais. le résumer qu'à un seul. Euh, de la dystopie, un roman historique, un roman de guerre, maintenant la fresque médiévale. Est-ce que c'est une forme d'insatisfaction littéraire? Est-ce que c'est le Oh, sentiment qu'aucun genre ne suffit à dire ce que tu désires? non, non, pas du tout. Au contraire, non, c'est un grand appétit. Un grand appétit pour la merveille de la fiction qui au contraire est faite de tous ces genres. Il n'y a pas de catégorie, enfin on invente des catégories, mais tout cela c'est la langue. Et la langue a de multiples cordes à son arc et on peut jouer avec toutes les cordes de la lyre. Voilà, donc non, non, c'est au contraire, non, c'est une fête. C'est la fête des genres. Non, mais même c'est politique, ça, la fête des genres. Hop, ouvrons grand les bras. Ok, très bien. Et si tu avais si tu devais identifier une sorte de fil qui relierait chacun de tes romans, est-ce que c'est dans une thématique particulière? Est-ce que tu t'inscris dans une lignée? Parce que là, ça commence à faire œuvre, hein, concrètement. Les romans commencent Ah, ouais, tu me fais à- peur quand tu dis ça. c'est vrai, à se Ça sent le déployer. sapin, ça. Ça sent le sapin, l'œuvre. Non, 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 non. On va croiser les doigts. Bientôt le prix des libraires. Donc, pour le coup, voilà. Est-ce qu'il y a un fil conducteur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui relie chacun d'eux? Euh, oui, bien sûr, je pense quand même qu'on va pas se mentir. Ça serait quand même un peu malhonnête et de mauvaise foi de dire qu'il n'y a pas la nature à chaque fois, la célébration de la nature, les liens, la transmission, les personnages de femmes. Mais je crois que quand même, hein, c'est la petite musique hein, de la phrase qui fait lien plutôt. Et qui est parce que je sais pas trop ce que le futur me réserve hein, comme surprise et comme fête de l'écriture et des genres. Mais ah, Émilie, elle est là. Émilie Devez, c'est une comparse du sonneur qui a écrit Monde des ours, qui est un roman absolument magnifique et on a des connivences assez surprenantes. Et c'est le chant. Ouais, c'est vrai. La petite musique, c'est peut-être le chant. Entre le Kaddish, je dirais, et le chant lyrique, le chant du monde. C'est beau, c'est beau. Je pose toujours deux questions aux invités qui sont là ce soir. La première, c'est donc de nous parler. Tu nous as un petit peu teasé tout à l'heure. Tu n'as pas dit Eh d'ailleurs oui, le nom de l'autrice. Bravo. non. Qui as-tu choisi comme autrice méconnue que tu aimerais remettre au goût du jour ce soir?
Alors, c'est pas remettre au goût du jour parce qu'elle est totalement vivante et bien Encore mieux. vigoureuse, mais c'est une autrice qui vient de l'autre côté de l'Atlantique qui s'appelle Camille Ridman Prudhomme. Mais vous devez certainement connaître, et qui a écrit un recueil de fragments poétiques chez Loi de Cravane, et ça s'appelle Quand je ne dis rien, je pense encore. Et c'est des petits bouts de texte, de pas grand-chose, et qui racontent la vie de tous les jours, ce qui se passe dans la tête, quand on rencontre les autres, ce qu'on peut deviner de leur vie. Ça commence par quelquefois, parfois, il m'arrive, j'ai croisé des personnes, j'ai regardé des personnes. Et pour le coup, c'est un chant des autres et de soi. Je peux en lire un petit bout, hein, si vous voulez. Oui, vas-y, Est-ce que c'est, bien sûr. Vas-y, Laurine, bien sûr. ouais? Je prends au hasard, hein, page 46, j'ai pas choisi. Parfois, tu croises des visages qui t'en rappellent d'autres que tu as aimés et perdus. Ta grand-mère dans sa sœur, un ami d'enfance égaré dans le serveur qui s'occupe de ta table. Tu écoutes un peu distraitement, tu parles comme pour retenir ces visages et avoir l'occasion de t'y perdre. À un moment donné, la conversation se termine, on te tend l'addition. Tu devrais partir, mais une envie de rester te retient. Tu arranges une relance, tu poses une question ou commandes un dessert, tu t'accordes le droit de rester près de ceux qui t'apaisent. C'est le hasard fait bien les choses parce que là, on est dans le personnage cabane. Parfois, au creux d'un personnage, on retrouve sa grand-mère et on s'attarde un peu auprès de Gala. Voilà, il n'y a pas de hasard. Voilà. Ouais, La alors là, c'est deuxième, étonnant. ouais. La deuxième question, c'est celle de se transposer, de se transformer dans un personnage de fiction pendant 24 heures, peu importe le genre, la thématique. Qui as-tu choisi et est-ce que tu changerais son destin? Alors là, c'est très vilain ce que j'ai choisi, c'est parce que c'est pour assouvir un vieux fantasme que j'ai, de pouvoir. Je voudrais absolument me glisser dans la vie de Monsieur Dutilleul, le passe-muraille. J'adorerais pendant 24 heures pouvoir faire comme lui, là, ce vieux monsieur. C'est pas un vieux monsieur d'ailleurs, il a 43 ans, je dis des bêtises, mais qui habite dans sa chambre là, à Montmartre et qui avec son petit binocle, sa petite barbiche et qui arrive à passer à travers les murailles. 24 heures, j'adorerais faire ça. Mais pour le coup, il faudrait pas être dans la forêt. Il faudrait que je sois dans une ville. Ça n'aurait aucun intérêt sinon. Et alors là, j'adorerais explorer un immeuble peut-être. J'aimerais beaucoup écrire l'histoire d'un immeuble. Ça m'a toujours travaillé, raconter l'histoire d'un immeuble. On est en effet très loin de la forêt de Bénévent. Très très loin. Ouais, mais alors j'aimerais beaucoup. Ok, ok. Eh bien, Laurine, c'est le moment de nous lire ton deuxième extrait, ton second Oh, extrait. mais je sais pas si vous avez remarqué que la nuit tombe. Et oui, je vois, Si. il fait froid, la nuit Il tombe. fait Ça y froid, est, la nuit tombe. Alors là, est-ce qu'il est temps? quel Qu'est-ce que roman. j'ai choisi? Il est temps de vous parler d'un pensionnaire, puisque la nuit tombe et qu'il va faire sombre. On va parler du doigté de Coupe-Chou, cet atroce bonhomme. J'ai choisi ça parce que je me suis beaucoup amusée à l'écrire, ce passage-là, qui est un passage davantage. Oh là, j'ai presque plus de batterie, je suis en train de me rendre compte. Parce que j'avais pas du tout prévu de le faire avec mon téléphone, mais avec mon ordi. Donc, je vais vite, au cas où ça coupe. Très bien, Pardon. Laurine. Le doigté de Coupe-Chou se révèle fameux. Le maître de la preuve le surnomme-t-on à demi-mot. Le vieux bouc dédaigne pourtant l'attirail habituel. Avec lui, rien de massif ni de spectaculaire, foin de chevalet, de brodequin, d'estrapade ou de pâle. Quand une lame, savamment introduite jusqu'à la lunule, entre l'ongle et la peau, obtient des résultats épatants. Lorsqu'il officie, le sombre personnage ne joue pas les fiers à bras. Il prend son temps, formule ses tâtonnements à voix haute. Tranchant denté, plutôt cranté, son empirisme panique les suppliciés. De fait, les encouragements du tourmenteur, ainsi désigne-t-il sa méthode, font merveille. Les uns livrent des cachettes, d'autres leurs voisins quand beaucoup renient leur foi et se convertissent au catholicisme. Le prêtre de Pierre-Grosse a même envoyé une missive à Innocent III pour l'informer de ses succès inespérés. Lettre accueillie avec le plus grand intérêt.
car le souverain pontife a décidé de durcir ses positions. Tous ces courants spirituels, cathares, bogomiles, vaudois et consorts, menacent l'unité chrétienne. Un concile est convoqué à Latran où l'expérience de Pierre Grosse est applaudie. Le prêtre boit du petit lait. On continuera longtemps de trucider du vaudois. Et tac un peu. Merci, Les Laurine. salauds. Alors, il y a dans Trois fois la colère une image qui ne quitte pas, celle de la tache de naissance, une marque que personne n'a choisie, que chacun porte sans en comprendre d'abord la signification, et qui finit par être le signe secret d'une appartenance, d'une dette, voire d'une mission. On pourrait dire que c'est aussi l'image de la littérature de Laurine Roux, quelque chose qui ne s'efface pas, que l'on découvre d'abord comme une blessure, et que l'on reconnaît ensuite, peu à peu, comme une force. Elle écrit depuis les Hautes-Alpes, depuis ce territoire vertical où le vent est une présence et où le silence est matière. Elle écrit comme on taille la pierre, sans ornement inutile, avec la conviction que la beauté n'est pas la douceur, que la grâce peut surgir du sang, que la nature n'est pas un tableau, mais un corps vivant qui respire et qui juge. Elle écrit en femme, qui sait que les histoires ont un pouvoir que les lois n'ont pas encore, celui de changer les représentations avant que les représentations ne changent le monde. Trois fois la colère nous laisse avec Miu, cette jeune fille qui fait ce que personne n'avait osé, qui a rendu visible ce que le silence avait enterré, qui a dit, par un geste brutal et nécessaire, cela s'est passé, cela compte, cela devait être réparé. Et Laurine Roux, en racontant cette histoire, fait la même chose. Elle exhume, elle nomme, elle tient ferme la mémoire de ceux que l'histoire officielle préférerait oublier, les violets, les bâtards, les simples d'esprit, les moines amoureux et les accoucheuses de nuit. Il y a des romans qu'on referme et qui continuent de parler, pas dans la tête, bien plus bas, dans cet endroit du corps où les choses vraies finissent toujours par atterrir. Trois fois la colère est de cela, où l'on en sort avec de la terre sous les ongles, avec l'odeur de la résine dans les cheveux, avec quelque chose qui ressemble à la colère, mais une colère propre, une colère qui tient chaud, une colère qu'on est presque reconnaissant de porter. Laurine Roux a fait ce que seuls les grands écrivains savent faire. Elle a pris la violence du monde, elle l'a traversée de beauté, et elle nous l'a rendu transformé, non pas adouci, non pas consolé, mais transformé. Comme le minerai devient l'âme, comme la douleur parfois devient chant. Merci, Laurine Roux, pour cette rencontre magnifique. Merci, c'est incroyable ce que tu viens de dire. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti aux éditions du Sonneur, Oh, ça me touche comme toujours. énormément. Vraiment, ça me touche énormément ce que tu viens de dire. Merci, Laurine. Eh bien, on se retrouvera, on espère, pour fêter ça, pour le prix des libraires dans quelques jours. Si jamais il y a des libraires dans la salle, vous savez déjà pour qui ira mon vote, même si je ne suis pas libraire. Merci à tous, très Bon. belle soirée à tout le Merci monde. à tous. Merci. Au Bon revoir, Laurine. appétit à tout le monde. Au revoir. Merci.